c'est la Révolution française, c'est la prise de pouvoir sur une société organisée en ordre, dans laquelle le bien commun est une notion acceptée par tout le monde, dans lequel le roi a son rôle, la noblesse a son rôle, l'Église a son rôle, les travailleurs ont leur rôle, enfin chacun a son rôle, plus ou moins bien, enfin bon, je dis pas que tout bête, mais c'est une espèce d'ordre établi, fondé sur le bien commun, et on le remplace par le profit. Le bien commun sera dicté par le profit, et non pas par les règles, non pas par les lois, non pas par la morale, non pas par Dieu, non pas par... Voilà. On va remplacer une société fondée sur le bien commun par une société fondée par le profit pour tous. Que le meilleur gagne. Le meilleur étant le plus fort, le plus immoral. Enfin bon, c'est pas comme ça qu'on nous l'a vendu, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai très bien vu dans les Lumières, c'est clairement le profit, la recherche individuelle du profit est un élément émancipateur, libérateur et de progrès. Voilà, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Je l'ai trouvé, ça, je l'ai vu. Donc à partir de là, on fait quoi? Ben, on fait une société on laisse tomber, on fait tomber toutes les barrières, on prend comme liberté suprême la liberté du renard libre dans le poulailler libre, on écrase les petits, on diffame, je veux dire, c'est l'horreur. Alors qu'est-ce que c'est la Révolution française? Ben, c'est l'arrivée au pouvoir de ces gens-là. C'est tout. C'est tout, avec le peuple qui a résisté, et puis on les a trahis, enfin je veux dire, il faut l'écrire. Moi je l'écrirai pas l'histoire de la Révolution française, il y a des tas de gens qui l'ont écrite. Hein. On vous raconte que c'est le peuple qui se soulève pour secouer le joug de la tyrannie du roi et de l'Église, c'est absolument faux, absolument faux. Quand le peuple s'est soulevé pour secouer le joug de ceux qui avaient mis à bas le roi et l'Église, on les a massacrés, d'accord? Massacrés. Le peuple n'est pas en cause dans toute cette... ce grand changement. Le peuple, il avait envoyé ses doléances dans les cahiers de doléances. Il a dit nulle part qu'on voulait supprimer les corporations. Il a dit nulle part qu'on voulait plus de droit absolu. Il a dit nulle part qu'il voulait plus de l'Église. Il a dit nulle part tout ce qu'on a fait. Et on lui a imposé. Et le peuple, il s'est soulevé. Hein, il s'est soulevé. Mais pas comme on a dit, pas contre qui on a dit. C'est tous mensonges et compagnie. Mensonges et compagnie. Et il y a des gens il y a encore des fabriques de mensonges à l'université. Hein. Il y a encore à l'université des gens qui planchent pour vous expliquer que ceci, cela, et que c'est pas vrai. Ces idées, c'est l'instauration du capitalisme comme étant la seule économie possible. On nous présente l'économie de marché comme étant la seule économie possible à laquelle on va opposer le communisme, alors que le communisme est arrivé derrière. Mais on nous fait croire qu'avant le capitalisme, écoutez, c'est bien simple, avant la Révolution française, la France n'existe pas. Hein, c'est le trou noir. L'histoire de France, ça commence en 89, faut arrêter. Donc, le 89, c'est l'arrivée du capitalisme comme économie officielle, hein. C'est l'économie de marché, ça a été la libre circulation des subsistances, des biens et des personnes, ça a été voté dès le début par l'Assemblée dite constituante, hein, pour paraphraser Étienne Chouard. Les gars, ils sont auto-bombardés constituants, personne ne leur avait dit, puis ils commencent à rédiger une constitution pour laquelle personne ne les a mandatés, et puis hop, ils inventent la libre circulation des subsistances, etc. Ils imposent un capitalisme qui constitutionnalise. Et nous, le système dans lequel on est, alors bon, ça c'est pas fait en un seul coup, je vais pas résumer, mais je veux dire, le système dans lequel on est, c'est celui-là. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est l'axiome de base, c'est la donnée de base au-dessous de laquelle c'est l'enfer. Mais les gens vivaient avant le capitalisme. La France vivait avant le capitalisme. Il y avait quelque chose avant. Et on nous le présente comme totalement inexistant. Avant la montée du capitalisme, il n'y avait rien. C'était l'obscurantisme, c'était le Moyen-Âge. Arrêtez le Moyen-Âge, c'est lumineux le Moyen-Âge. C'est lumineux le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est certainement la période en Europe la plus brillante, la plus brillante. C'est magnifique le Moyen-Âge. Je ne l'ai pas étudié le Moyen-Âge, parce qu'on ne peut pas étudier sérieusement tout. Si on veut être historien, il faut vraiment... Mais chaque fois que je croise le Moyen-Âge, je suis ébloui. C'est magnifique le Moyen-Âge. Et c'est ce que les gens des Lumières ont voulu absolument éradiquer, effacer, écraser. Qu'est-ce qu'on nous raconte comme fadaise? Bon, alors c'est quoi? Le monde dans lequel on vit, c'est le monde capitaliste. Alors triomphant maintenant, il n'y a plus rien, hein, c'est absolument partout. Et tout ce qu'on a opposé en face du capitalisme, c'est le communisme, c'est l'opposition du même. Mais c'est bon. Et avant? Et avant? Je veux dire, avant 1789, le monde, il n'avait pas tourné quand même depuis quelques dizaines de milliers d'années? Ben non, enfin le monde, je veux dire l'humanité organisée. Bon, il faut arrêter avec ça. Je pense que les gens commencent à comprendre. Moi, j'ai grandi dans la religion catholique, donc quand j'étais jeune, j'étais tout à fait catholique militante, et puis j'ai appris, voilà, j'ai appris. J'étais bête, je pensais que l'Église c'était quelque chose de bien, j'ai appris que non, la pédophilie c'est mieux après, mais que l'Église c'était l'Inquisition, que l'Église elle brûlait les gens, que l'Église elle voulait empêcher les gens de s'épanouir, que le but de l'Église c'était la domination, etc. Puis j'y ai cru.
C'était bien rentré comme ça, j'y ai cru. Alors je faisais partie de ces cathos pendant un temps qui disaient, moi je suis catholique parce que je crois au message évangélique, parce que c'est quand même un peu la base, hein. C'est quand même un petit peu, un rien, bon c'est quand même le message de Jésus, mais je suis contre l'Église. Il y a plein de cathos en France qui sont comme ça. Ils sont catholiques, mais quand même contre l'Église. Pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce qu'on leur a tellement fait rentrer dans la tête que l'Église a commis tous ces crimes dont on leur fait la liste, qu'ils se disent, ben oui, mais donc on n'est pas d'accord avec ça. Mais mensonge, bon Dieu de bois, mensonge. Il faut reprendre un à un tous les crimes qu'on impute à l'Église, mais un à un et voir qui, quoi, quand. C'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant. La domination de l'Église sur les âmes à l'époque de l'Ancien Régime, ça me fait rigoler. Je demande un exemple. L'Église, paraît-il, a censuré Diderot. Ah bon, c'était l'Église qui dirigeait le ministère de la librairie? Ah bon? Comment est-ce que l'Église a pu censurer Diderot? Ah oui, l'Église a donné son avis en disant qu'elle condamnait Alors elle n'a pas le droit. Quand l'Église donne un avis sur une publication, on appelle ça censurer. Mais quand l'encyclopédie dit ce qu'elle pense de l'Église, c'est quoi ça? Mensonge, mensonge, mensonge. Il est temps que les cathos se réveillent, là. Il est temps que les cathos se réveillent. Quand les catholiques sincères, je dis pas les catholiques organisés comme... Les gens qui se sentent comme moi, imprégnés de tout ce catholicisme qui a fait notre pays, quand ils vont se réveiller, on va remettre les pendules à l'heure, on va arrêter de mentir comme ça. Hein. Et il est temps que les catholiques se réveillent. On n'a pas séparé l'Église et l'État. À la Révolution française, on a soumis l'Église à l'État. Avant la Révolution, l'Église était autonome. Par le biais de la dîme qu'elle percevait et dont elle restituait les bénéfices en termes de tous les services qu'elle rendait à la population, elle était indépendante de l'État. À la Révolution française, on a fait la constitution civile du clergé. On a soumis l'Église à l'État. Donc on n'a pas séparé les pouvoirs, on a lié les pouvoirs à la Révolution. On a fait l'inverse. Comme il y a eu la guerre civile, ben oui, la guerre de Vendée, tout ça, il y avait des soulèvements partout. Napoléon a dit, bon, on va arrêter le truc, on va faire un concordat. Un concordat. C'est-à-dire qu'il est allé chercher le pape, il lui a mis le fusil sur la tempe en disant, vous allez signer là. On ne vous rendra pas tout ce qu'on vous a volé, mais en échange, on vous laisse l'éducation. Et pour le reste, toute l'Église est soumise à l'État. Toute l'Église est soumise à l'État. Le choix des prélats, la rémunération des prêtres, c'est l'État qui s'en charge. C'était pas comme ça avant. Donc, avant la Révolution française, il y a séparation de l'Église et de l'État, et après la Révolution française, il y a soumission de l'Église à l'État. Et en 1905, on arrive et dit on va venir à bout de siècles et de siècles de domination de l'Église. Mais rien du tout. D'un siècle de concordat obtenu par la violence. Et ben voilà, faut le dire. L'Église, c'est toujours elle qui a fait la classe. C'est toujours l'Église qui a fait l'école. Alors, axiome numéro 1. Avant, les enfants, ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire, et puis la formulation, elle était complètement analphabète. Ah bon? Tiens donc. C'est pas vrai. Il y avait des écoles partout en France et c'était l'Église qui s'en chargeait. Donc l'Église a toujours enseigné à lire, à écrire et à compter aux enfants de France. Toujours. Alors ça, moi, si on me le dit, je suis pas obligée de le croire, mais quand je fais une étude sur les enlèvements d'enfants à Paris et que j'ai un témoignage, 2 témoignages, 10 témoignages, 15 témoignages qui dit mon petit a été enlevé au retour de l'école et les enfants s'en sont pris à des enleveurs d'enfants à la sortie de l'école et que j'ai dit témoignage du maître d'école qui dit ce matin j'avais la moitié de mes élèves parce que etc. Je vois bien qu'il y avait des écoles partout et que les enfants allaient à l'école et ils allaient pas à l'école pour apprendre qu'il fallait se soumettre au roi et puis qu'il fallait être gentil avec les possédants. Ils apprenaient à lire, à écrire, à compter, ils apprenaient qu'il y avait un Dieu, ils apprenaient qu'il y avait Jésus, ils apprenaient qu'il y avait la Sainte Vierge, ils apprenaient le corpus de ce qui est notre culture, notre civilisation, notre monde, et ils apprenaient à lire, à écrire et à compter. Et tous les gens que j'ai vus dans tous les témoignages des enlèvements d'enfants, il y en a les 3/4 qui signent correctement. Donc s'ils signent, c'est qu'ils ont appris à écrire. Et s'ils ont appris à l'écrire, c'est qu'ils étaient à l'école. Et la fille de Damien a été enlevée sur le chemin de l'école. D'ailleurs, elle était enlumineuse, donc elle savait bien écrire. L'école a été reprise par... Oui, puis avec tout l'école de Jules Ferry. Alors on dit, l'école sera gratuite, laïque et obligatoire. Alors gratuite, elle l'était déjà. Laïque, elle ne l'était pas parce qu'elle était religieuse. Je vois pas en quoi c'est mieux, et obligatoire. Il y avait une obligation de faire des écoles dans l'Ancien Régime. Il n'y avait pas d'obligation d'y envoyer ses enfants. C'était pas la loi d'envoyer ses enfants à l'école, mais c'était la loi de leur mettre à disposition une école. C'est-à-dire que l'obligation scolaire était l'obligation de mettre
à disposition des parents des écoles pour leurs enfants. Et moi qui ai bien étudié ce que c'était que la misère, j'ai étudié sur les institutions d'aide aux plus miséreux, aux pauvres, quoi, hein, sous l'Ancien Régime, puisque ça menait à l'hôpital général et toutes ces affaires-là. J'ai vraiment été à même d'étudier des textes où on pouvait voir quels étaient, dans les campagnes et chez les gens miséreux, les désirs des parents. Les désirs des parents, c'est vous venez au secours de leurs enfants, faites en sorte qu'ils puissent aller à l'école. Faites en sorte, voilà, on n'a pas assez à manger, mais si vous envoyez le petit dans une institution, assurez-vous bien qu'il pourra apprendre à lire et à écrire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'obliger les parents à envoyer les enfants à l'école, c'était leur rêve, c'était leur rêve. L'arrivée au pouvoir du capitalisme, elle se fait par la guerre qui est menée entre l'Église catholique, on peut dire comme ça, qui considère que l'humanité est une et indivisible, et des forces économiques, qui sont la bourgeoisie montante, la bourgeoisie marchande, qui considèrent que l'utilitaire c'est mieux que l'humain et l'universel. Qu'est-ce que c'est que le mouvement des Lumières, tel que j'ai compris? C'est le mouvement idéologique qui prend naissance au tournant du XVIIIe siècle, enfin, qui ne prend pas naissance, mais qui prend son essor, parce que la naissance, elle est bien avant, au tournant du XVIIIe siècle, et qui va envoyer les coups de boutoir contre le catholicisme, au nom de la raison, de la fin de la superstition, de choses comme ça, et qui va venir à bout, effectivement, du catholicisme. Un type comme Voltaire, par exemple, a vraiment déclaré la guerre à l'Église et au catholicisme. Quand on lui disait, quelqu'un lui a dit un jour, mais enfin, vous ne viendrez jamais à bout de l'Église, il aurait, paraît-il, répondu, on verra, on verra. Lui n'a pas vu, mais les suivants ont vu, hein, puisque la Révolution, ça a été l'expropriation des biens de l'Église. Alors on a appelé ça la nationalisation. Ça n'a pas été nationalisé, ça a été privatisé. Ça a été privatisé, il y a des fortunes personnelles colossales qui se sont faites sur les biens de l'Église. Les biens de l'Église, c'était les biens de la dîme, et les biens de la dîme, c'était les impôts des gens, quand même. C'était bien les impôts des pauvres. Hein. Les biens de l'Église, c'était des biens qui revenaient, qui passaient de la population à l'Église et qui revenaient de l'Église à la population sous forme des services que l'Église rendait en direction des pauvres, en direction de l'éducation. L'Église assurait l'instruction et beaucoup d'autres choses. Donc la guerre que les Lumières ont menée contre l'Église a consisté à continuer ce travail qui avait été commencé d'une part par le protestantisme et ensuite par le jansénisme, et mener à son terme indépendamment de la religion. C'est-à-dire qu'on ne se réclamait plus de la grâce et de Dieu, on se réclamait de la raison et des Lumières. Mais le principe a été le même. Ça a été en fait de considérer que tout le monde n'était pas égaux et qu'il y avait des gens qui étaient faits pour diriger les autres. Et c'est contre quoi je m'insurge. Le principe du jansénisme à l'époque, c'était de dire que c'était aux juges de se mêler de sacrements, d'affaires de religion, de points de dogme, etc. C'est-à-dire c'était pas à l'Église, c'était aux laïcs. C'était ça la bataille de la laïcité à l'époque. C'était de dire des juges qui n'avaient aucune notion de théologie, qui n'étaient surtout pas reconnus par l'Église comme ayant capacité de le faire, se disputer avec l'Église sur des points de dogme. Et le principe de l'Église était de dire, vous vous occupez d'affaires juridiques et nous on s'occupe d'affaires religieuses, ne mélangeons pas tout. Bon. Eh bien, à partir du moment où il y a eu les Lumières, il s'est passé la même chose avec ce glissement qu'on ne s'occupe plus de religion, on s'occupe de raison. Nous, on s'occupe des choses importantes, etc. Et vous, occupez-vous du reste. Produisez, quoi. C'est exactement le même état d'esprit. Il y a les élus, il y a la prolétarisation, c'est-à-dire que le travailleur perd son outil de travail à partir de là, à partir de la Révolution française. La fin des corporations a été pour le monde ouvrier une calamité terrible. Les ouvriers incorporés, c'est-à-dire organisés en corporation, étaient des gens qui étaient socialement reconnus parce que pour intégrer une corporation, il fallait faire un chef-d'œuvre, il fallait faire d'abord un apprentissage qui était long, qui était difficile, qui était pas de tourpeau, et ensuite il fallait faire un chef-d'œuvre. Une fois qu'on avait fait son chef-d'œuvre, on était reconnu comme quelqu'un de compétent, de professionnel, qui avait droit à la protection du groupe, qui pouvait toujours trouver du travail, qui était protégé contre la maladie. Les veuves étaient protégées contre les aléas contre les aléas du veuvage. Enfin, c'était une société organisée pour à la fois le bien commun, c'est-à-dire le bien du travailleur et le bien du client,
également. Le client avait des garanties en achetant un produit, qu'il était bien fait, qu'il était fait dans les règles de l'art. Et les Lumières ont tiré à boulet rouge, on en trouve beaucoup d'exemples dans l'encyclopédie, ont tiré à boulet rouge contre le principe de la corporation en disant que la qualité sera garantie par le droit de l'acheteur de ne pas acheter un produit s'il est mauvais. Voilà. Voilà, donc il n'y a plus que ça. Donc on va faire des cochonneries, mais le client n'est pas obligé d'acheter. Bon, ben, sauf que le client, moi je trouve que j'aime beaucoup mieux acheter un produit qui va être garanti et labellisé que de croire que le marché va réguler quoi que ce soit. Le marché ne fait que réguler les bénéfices de celui qui a investi et qui sera bien capable de supprimer la concurrence en envoyant des pots de banane à ses concurrents et en faisant en sorte de les éliminer. Donc je trouve que le principe de la loi protège. La loi protège. Vous savez, on dit entre le riche et le pauvre, entre le faible et le fort, c'est la loi qui protège et la liberté qui opprime. Hein, c'est un prêtre qui a dit ça, c'était Lacordaire. C'est ça, je crois, le fondement de ce qu'il y a là-dessous. C'est-à-dire que la liberté est une oppression pour les petits et la loi est une protection pour les petits. Et c'est vrai que les très riches, ils voudraient pouvoir faire exactement ce qu'ils veulent, ils ne voudraient plus avoir à payer d'impôts, ils ne voudraient plus de réglementation, ils ne voudraient plus de régulation, laissez-nous faire et tout va s'arranger. Bon, on voit que la dérégulation, c'est de plus en plus de misère, de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de barbarie, de plus en plus de violence. Il faut des lois, il faut des règles. Et les Lumières ont consisté à dire il faut moins de lois, il faut moins de règles, et tout le monde sera content. Tout le monde n'a pas été content. Je veux dire, les paysans, alors bien sûr, la misère paysanne. Alors là, tout le monde glose sur l'épouvantable misère paysanne, et heureusement que la révolution industrielle est passée par là pour retirer les malheureux paysans de la campagne et les envoyer à la mine et à l'usine. Bon, j'ai une autre vision de l'histoire. C'est-à-dire que ce qui a fait pour autant que j'ai cru comprendre, parce qu'on ne peut pas réduire l'histoire paysanne à quelques phrases, mais pour autant que j'ai cru comprendre, ce qui a fait la misère paysanne, c'est ni la seigneurie, ni l'ancien système, c'était régulièrement les guerres ou les aléas climatiques. Et il n'y avait absolument pas besoin de révolution industrielle pour arranger les affaires des paysans. La paysannerie s'est trouvée extrêmement appauvrie à la veille de la Révolution française parce que les règles économiques libérales ont commencé à s'y appliquer 30 à 40 ans avant la Révolution. Et c'est ça qui a fait la misère paysanne. Les paysans étaient organisés pour bien vivre, s'il n'y avait pas de guerre et s'il n'y avait pas de catastrophe climatique, la paysannerie vivait bien, elle vivait joyeusement, elle vivait de façon extrêmement solidaire, extrêmement organisée, autour de son curé, autour de son église. La paysannerie, c'était un monde absolument fascinant sous l'Ancien Régime. C'était d'abord 90% de la population. La France a été un grand pays parce que c'était un grand pays agricole. Et s'imaginer que nos aïeux sous l'Ancien Régime, étaient penchés sur la glèbe et sous les coups d'une seigneurie abusive, c'est complètement du fantasme. Je veux dire, dès que une guerre ou qu'un aléa climatique plongeait la population dans des situations de crise grave par rapport aux subsistances, il y avait des gens qui se faisaient des fortunes avec. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'on allait manquer de blé ici, alors on allait acheter ce qu'on pouvait de blé là pour aller le revendre en le faisant payer plus cher. Il y a toujours eu des gens qui se sont enrichis sur la misère et sur les problèmes de subsistance. Mais c'était interdit par la loi. C'était interdit par la loi. Et la police des subsistances, la raison d'être de la police, c'était de surveiller que le prix du pain n'était pas abusif sur les marchés. Le policier, le matin, il sortait de chez lui, il allait au marché, il allait vérifier que les marchands de blé étaient bien enregistrés, qu'on n'avait pas laissé faire ce métier à un gars qui a été repris de justice, et que la population se servait bien de blé et de pain avant que les marchands arrivent. Et tout ça, c'était extrêmement bien contrôlé, mais bien contrôlé jusqu'à la limite du contrôle. Et là où le contrôle n'arrivait pas à passer, il y avait des gens qui s'enrichissaient, ils étaient considérés ennemis publics. Et dans la grande crise de 1709, où il y a eu vraiment 1709, c'est l'année la plus noire du règne de Louis XIV. Ça a été absolument épouvantable, de pluie, de gel, de froid. Il y a eu toutes les calamités agricoles possibles et imaginables. Et vraiment, les gens ont eu faim, puis après la faim, il y a la peste, et puis enfin, c'était vraiment épouvantable. Eh bien, il y a des fortunes colossales qui se sont faites à ce moment-là. Colossales. Et le plus dur dans 1709, il paraît, c'est ce qui a fait le plus de victimes, c'est la spéculation. Plus encore que le manque réel de subsistance. Et ça, c'était la plaie de tous les gouvernements qui succédaient. Puis un jour, on a dit la spéculation, c'est très bien.
Spéculation, comment ça spéculation? Mais non, pas du tout spéculation. Que dites-vous, spéculation? Pas du tout. Le marchand, son intérêt, c'est de vendre immédiatement. Bah oui, sauf que quand il garde dans son grenier 15 jours, 3 semaines de plus en attendant que ça monte, son intérêt, c'était quand même bien de vendre plus cher et pas de vendre maintenant. Donc voilà, la lutte contre la spéculation, c'était aussi la raison d'être de la police, c'était la raison d'être de l'autorité publique, c'était la raison d'être du roi. La raison d'être du roi, c'était le contrat moral entre le roi et le peuple, c'est le roi s'assure que le peuple mange. Voilà. Mange correctement et soigne. Alors le problème avec les spéculateurs, c'est que les spéculateurs, comme ils se faisaient beaucoup d'argent, ils en avaient, et comme ils en avaient, ils pouvaient en prêter. Et le problème de tous les rois de France, c'était qu'ils ont toujours couru après l'argent. Donc à la fois, on était obligé de se battre contre les spéculateurs, puis de les épargner un petit peu quand même de temps en temps, parce qu'on en avait besoin. Et alors, il y a des épisodes rigolos. C'est après la mort de Louis XIV, le régent est arrivé. Alors Louis XV était un petit garçon, donc il ne pouvait pas régner encore. C'était 14 ans la majorité pour un roi, donc il avait 9-10 ans, il ne pouvait pas régner. Et c'est son arrière-grand, enfin le neveu de Louis XIV, le régent Philippe d'Orléans, qui a pris le pouvoir, enfin qui a assuré la régence. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a fait poursuivre tous les spéculateurs, tous les gens qui s'étaient enrichis sur le prix du blé et sur la misère du peuple à la fin du règne de Louis XIV. C'est épique, il faudra que je raconte ça un jour. Ça a été épique. Il y a un jeune homme qui a estimé que c'était une honte. C'était une honte de faire des choses pareilles. Alors, je n'ai pas la citation, c'est dommage. Mais enfin, vraiment, un jeune homme qui s'est élevé contre le scandale de tous ces procès immondes où on allait rechercher d'où venait la fortune de gens qui s'étaient forcément enrichis, honnêtement, puisque quand on était riche, on pouvait être honnête. Et ce monsieur s'appelait Monsieur de Voltaire. Il était tout jeune à l'époque, mais il avait déjà trouvé son camp. Mais à l'époque où Philippe d'Orléans a poursuivi les spéculateurs, ça a été une grande affaire de poursuivre les spéculateurs au début de la Régence. C'était vraiment une grande affaire. Il a donné, je ne sais pas, un temps limité à tous les gens riches pour donner une justification de tous leurs avoirs. Avec risque de saisie si la déclaration était ni faite, pas faite ou mal faite. Donc tout le monde a été oublié. Mais il y a des gens, on a retrouvé des sacs de diamants dans leur cave. Hein. La vraie punition de ces gens-là, c'était la honte. Alors un petit clin d'œil en direction d'Étienne Chouard qui dit la vergogne, mais c'est ça. Les gens qui s'étaient enrichis indûment sur le pain du peuple, non seulement on leur reprenait ce qu'ils avaient indûment gagné, mais on les humiliait publiquement. On leur faisait traverser pieds nus derrière un âne les rues les plus populaires, ils passaient par les marchés, ils marchaient dans la fange, dans les eaux sales et tout, pour leur apprendre. C'était ça la justice. Ça ferait réfléchir à deux fois. Si vous faites ça, voilà ce que vous La loi protégeait les petits, bien sûr, la loi protégeait les petits. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'abus, mais un abus, c'était un abus. Puis après, avec le libéralisme, l'abus, c'est devenu la règle. C'est devenu la règle. On a dit, ben non, avant, les marchands, c'était des gens suspects, maintenant, ça va être les pauvres martyrs qu'il faut absolument protéger. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est vrai que la paysannerie était en état d'ébullition et au bord de l'insurrection à la veille de la Révolution française, mais ce n'était pas à cause de l'ancien système, c'était à cause, au contraire, de nouveaux systèmes qui étaient en train de se mettre en place et contre laquelle la paysannerie était absolument opposée, complètement opposée. Quand on disait les bois, le paysan, il avait accès au bois, il pouvait ramasser du bois mort, il pouvait ramasser un certain nombre de bois, et il y avait droit. Puis un jour, on a dit, ben non, le bois, là, on le ferme, ceci est à moi, il faut payer pour rentrer. Ben, le paysan, il n'aimait pas ça. Et il disait, le bois, il est à moi. À moi, c'est-à-dire à moi collectivement, à moi village, à moi communauté rurale, communauté paysanne. Et avant, c'était extrêmement communautaire. C'était pas communiste, hein, c'était pas communiste, mais c'était extrêmement communautaire, extrêmement solidaire. Et les idées libérales sont arrivées là-dedans en disant que le libéralisme consiste à interdire aux petits de faire tout ce que le riche peut s'offrir sans entrave. Bon, ben voilà. C'est pas l'idéologie que je défends, et ça fait 200 ans qu'on nous fait croire que c'est un progrès par rapport à avant. C'est pas un progrès, c'est pas vrai. Ça a été un progrès pour ceux qui se sont enrichis, ça n'a pas été un progrès pour tous ceux qui se sont appauvris. Et je trouve que le travail des enfants et le travail des femmes et des enfants, parce que les femmes, elles ont toujours travaillé, les femmes. Mais une femme qui faisait un enfant, bon, bah, c'est son mari qui pourvoyait, elle pouvait allaiter son enfant. À partir de la révolution industrielle, la femme, elle ne peut plus allaiter son enfant, elle le confie à d'autres. Enfin, bon, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tout ce trafic de nourrices qui étaient obligées de quitter leur propre enfant et à le confier à une voisine ou à une sœur pour aller allaiter les enfants des autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, la maternité, c'est pas une industrie. Pourquoi brusquement? Ben parce que les hommes n'avaient plus les moyens de pourvoir.
Ils étaient tellement appauvris qu'ils n'avaient plus moyen de pourvoir et qu'une femme, même jeune mère, elle était obligée d'aller gagner péniblement sa croûte, donc elle ne pouvait plus allaiter ses enfants. C'est du progrès. 89, c'est l'arrivée des Lumières au pouvoir, enfin les théories. 89, c'est on va tout de suite décréter la libre circulation des subsistances, c'est-à-dire que les subsistances, c'est le marché qui va fixer où elles vont être vendues, et c'est le marché qui commande. On n'a plus le droit d'empêcher les subsistances de circuler. Eh ben, la subsistance, avant qu'elle circule, il faut d'abord qu'elle nourrisse les gens, non seulement qui l'ont produite, mais les voisins des gens qui l'ont produite et les gens qui sont dans l'environnement immédiat de là où la nourriture s'est produite, avant d'être exportée ailleurs. Et les tout débuts de la Révolution, ça a été de décréter que les subsistances peuvent circuler librement, et peine de mort, loi martiale, hein, pour que le blé puisse circuler, le paysan n'a plus le droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça a été les premières applications des mesures de Turgot, et puis le début de la Révolution française, c'est l'arrivée au pouvoir de ces gens-là. Et puis qui disent au roi maintenant, ah bah oui, Majesté, bien sûr, vous êtes toujours le roi, mais vous en passerez par nous d'abord. Et le peuple. Le prix du pain qui a augmenté, ben absolument, mais la veille de la Révolution, moi je suis en train de regarder ce que c'était en Bourgogne dans les quelques semaines, et quelques mois et quelques semaines qui ont précédé la Révolution, c'était des émeutes de la faim partout. Alors ces braves gens disaient, mais non, les gens n'ont pas faim, ils ont peur de manquer. Ben voyons. Le gars qui arrive au marché et qui ne trouve pas de pain à acheter, il n'a pas faim là, il a simplement peur d'avoir faim. Et la différence, elle est où? C'est-à-dire quand on arrive au marché et qu'il n'y a plus de pain, sauf à un prix prohibitif qui fait que si on achète du pain, on ne peut plus s'acheter, on ne peut plus se chauffer, on ne peut plus s'habiller, personne ne vit que de pain. Hein. Ça n'existe pas. Il y a le pain et puis il y a le reste. Donc si tous les revenus d'une famille doivent consister à acheter un pain de plus en plus mauvais, de plus en plus rare, de plus en plus difficile à trouver, et qu'on ne peut plus rien acheter d'autre, je veux dire, on ne peut pas dire que c'est un progrès. Par contre, celui qui a investi dans le commerce de grains, alors pour lui, c'est un progrès, c'est évident. C'est évident, il va s'acheter des tas de trucs, il va s'acheter des domaines, il va devenir immensément puissant. Bon, mais moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas ce qu'on m'a dit quand j'ai appris la Révolution française quand j'étais petite. On m'a dit que la Révolution française, c'était le peuple qui se libérait. Eh bien, c'est pas ça qui s'est passé. Tout ça, ça a été également extrêmement manipulé, moi, j'ai lu des bouquins qui expliquent que toute la terreur, et ce n'est pas la terreur en tant que système reconnu comme étant la terreur, mais toute cette espèce d'oppression terrible qui fait que dès les débuts de la République, par exemple à Paris, le 24 décembre 1792, donc ça fait 3 mois qu'on est en République, les gens vont à la messe de minuit, puis hop, il y a des flics devant qui disent vous retournez chez vous, il n'y a plus de messe. À quel titre? Qui c'est qui a décidé ça? C'est la République? C'est qui la République? Comment ça? Les gens allaient à la messe de minuit, brusquement ils n'ont plus le droit? C'est pas de l'oppression ça? Et qui c'est qui organisait ça? C'est extrêmement compliqué, moi j'ai pas la réponse toute faite. Mais enfin ce que je sais c'est que William Pitt, le Premier ministre anglais, qui ne voulait absolument pas que la révolution populaire réussisse, a envoyé des agents corrompus, il les a abondamment financés pour qu'ils terrorisent la population et qu'ils discréditent la révolution populaire. La grande affaire de ce mouvement libéral et d'économie libérale a été de faire tomber les protecteurs du peuple. L'Église était un protecteur du peuple, la royauté absolue était protecteur. Pourquoi est-ce que la royauté absolue, elle protège le peuple? Eh bien, c'est parce que si la décision du roi qui protège le peuple ne convient pas aux autres, eh bien, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le roi est absolu. Au-dessus de lui, il n'y a que le bon Dieu. Donc, parce que tel est mon bon plaisir. Un exemple. Louis XIV a, sur la pression et sur les rapports circonstanciés de son ministre Colbert, interdit les procès en sorcellerie. Parce que les procès en sorcellerie, c'était une épouvante. Alors, c'était les juges laïcs qui faisaient des procès en sorcellerie. Pas l'Inquisition, pas l'Église, tout ça, faut remettre les pendules à l'heure. C'était les juges laïcs qui faisaient des procès en sorcellerie. Et ils se faisaient d'ailleurs beaucoup d'argent parce qu'ils détournaient à leur profit les biens de leurs victimes. Enfin, ça a été une épouvante. Les procès en sorcellerie, ça a été une épouvante qui s'est continuée jusque sous Louis XIV. Et Colbert, qui était au fait de beaucoup de choses, parce que le royaume de France, c'était quand même un royaume très grand, je veux dire, on ne pouvait pas circuler plus vite qu'à la vitesse d'un cheval au galop, et je veux dire, les informations, pour les faire circuler, il fallait vraiment vouloir. Et Colbert, qui avait en horreur ces crimes des juges, a vraiment fait ce qu'il fallait pour convaincre Louis XIV d'arrêter les procès en sorcellerie. Il a écrit, j'interdis que désormais l'innocence et la faiblesse soient en but à la rapacité, l'avarice, enfin un truc comme ça, une formule qui tue, mais magnifique, qui prouve qu'il avait bien compris ce que c'était que les juges pourchasseurs de sorcières, c'est-à-dire des oppresseurs, et il a interdit
Parce que tel est mon bon plaisir. Ça veut dire que ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Une fois que le roi avait dit, c'était fini. Et on a arrêté ces procès en sorcellerie qui ont vraiment semé l'épouvante dans les campagnes. Et pas que dans les campagnes. Après, ça rejoint les villes. Enfin, c'est vraiment des histoires très tristes, très terribles. C'est pire que triste. C'est terrifiant, les histoires de procès en sorcellerie. Et qui pouvait y mettre fin? Une autorité centralisée. Le roi dit, je ne veux plus, j'interdis. Pourquoi? Parce que les partisans du libéralisme qui essayaient d'appliquer les directives, ils disaient, mais enfin bon, il y a quand même un problème, c'est que le peuple n'est pas d'accord. Alors comment est-ce qu'on va faire pour détourner? Ah bon, le peuple n'est pas d'accord? Eh ben, tout le truc consistait à dire, le peuple n'est pas d'accord, il faut faire en sorte que soit il ne soit pas au courant, soit qu'il ne puisse pas protester. Ben, attends quoi? Le peuple n'était pas d'accord avec quoi? Il n'était pas d'accord avec la libre circulation des subsistances. Voilà. Le peuple ne voulait pas, ben on lui a imposé. Il voulait que les subsistances ne soient pas une denrée comme une autre. On peut vouloir la libre circulation, par exemple, des chandelles ou des pièces de dentelle, là, il n'y avait pas de souci, mais le pain, non. Le pain ne doit pas librement circuler. Le pain doit être contrôlé comme devant être là où il y en a besoin, au meilleur prix, pour celui qui en a besoin. Mais vous savez, moi je ne suis pas contre le commerce et les commerçants. Je trouve qu'un commerçant fait une profession honorable, mais ce n'est pas à lui de gouverner. Or, ce qui s'est passé avec les Lumières, c'est qu'on a mis les commerçants au pouvoir. Ce qui était pas, c'est ça qui n'était pas souhaitable. Je ne suis pas contre le commerce. Je trouve un commerçant, c'est quelqu'un qui se lève le matin pour produire quelque chose qui permet à certains d'avoir accès à des produits qu'ils n'ont pas, et puis qui aiment ça, et puis qui ont raison de l'aimer, et qui font certainement bien leur travail, à partir du moment où on ne leur donne pas tout pouvoir sur le reste. Le commerce, c'est un des éléments de l'économie. Ça n'a pas à être l'élément central. C'est pas, et c'est ça qu'a apporté l'arrivée de Turgot au pouvoir. C'est que le commerçant, jusqu'à l'arrivée de Turgot, le commerçant, dans la société française, c'est le gars qui est mal vu. On soupçonne toujours qu'il va vouloir se faire plus d'argent, berner, il a mauvaise réputation. Et à partir de Turgot, on va renverser la vapeur. C'est lui qui a toutes les qualités. Donc je ne dis pas à bas le commerce, non, c'est pas ça que je dis. Je dis le commerçant n'a pas à gouverner le monde.